Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de commencer le conseil municipal, j'avais un petit préambule à vous dire que je vais donc vous lire, et je vous prierai aussi de bien vouloir excuser ma voix qui, avec la clim, commence à me quitter un petit peu. Alors, donc, mes chers collègues, mesdames, messieurs, donc avant d'ouvrir l'ordre du jour de notre conseil, je souhaite prendre quelques instants pour évoquer la situation climatique particulièrement alarmante qui traverse notre pays et dont notre commune subit de plein fouet les conséquences. Nous ne pouvons plus parler aujourd'hui de canicule exceptionnelle. La récurrence et l'intensité de ces vagues de chaleur nous prouvent que nous vivons le réchauffement climatique annoncé, mais avec près de 20 ans d'avance sur toutes les prévisions. Face à ce bouleversement, notre responsabilité d'élu est d'agir vite, de protéger les plus fragiles et d'adapter notre ville. Dès le déclenchement de la crise, la municipalité s'est mobilisée. Je veux saluer le travail remarquable de Marie-France Cossin, notre adjointe aux affaires sociales, qui, aux côtés d'autres élus, a entrepris de contacter personnellement l'ensemble des seniors de la commune, prendre de leurs nouvelles, s'assurer qu'ils disposent du nécessaire et rompre l'isolement. C'est cela la proximité. Nous leur avons également ouvert quotidiennement la salle climatisée de la résidence senior pour celles et ceux qui voudraient un refuge de fraîcheur, mais aussi la salle des Tourelles, celle du conseil municipal. Pour nos écoles, nous avons choisi de les laisser ouvertes afin de ne pas pénaliser les parents qui travaillent, tout en leur laissant le libre choix d'y amener ou non leurs enfants. Néanmoins, afin d'être le plus transparent possible avec vous et les parents d'élèves présents ou qui regarderont sur la page YouTube de la mairie, nous avions envisagé aujourd'hui la fermeture des écoles sparnoniennes. En effet, dans un mail qui nous a été adressé le 18 juin, il nous est indiqué qu'en cas de fermeture, les enseignants pourront accueillir les élèves présents sous conditions, assurer des conditions satisfaisantes d'accueil, que les ATSEM soient présents et que le temps du midi soit assuré par la collectivité. Ce jour, nous étions informés lors d'un échange téléphonique que les enseignants accueilleraient les élèves uniquement sur la base du volontariat. Dans ces conditions, l'accueil de nos élèves se trouvait dégradé si les effectifs du jour restaient les mêmes tout au long de la vigilance rouge. Ceux-ci risquant d'être regroupés et encadrés par moins d'enseignants et de personnel communal, dont la présence est nécessaire sur chaque école, maternelle comme élémentaire. L'éducation nationale comptant simplement sur une hypothétique baisse du nombre d'élèves, faisant fi des familles qui ne pourraient assurer la garde des enfants, elle laisse aujourd'hui porter au maire l'ensemble des conséquences des décisions qu'il prendrait. Ainsi, nous faisons le choix de garder les écoles ouvertes pour ne pas pénaliser les familles qui seraient dans l'incapacité de trouver une solution pour la garde des enfants. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter uniquement à cette décision du jour. Si lors de notre campagne, nous avions affirmé que la végétalisation des cours d'école était nécessaire, il est évident qu'en raison de l'accélération du dérèglement climatique, cela ne suffira pas. C'est pourquoi nous devons passer à la vitesse supérieure. Nous allons devoir engager des études sur l'isolation thermique des bâtiments, sur le traitement des façades vitrées de certaines écoles pour faire baisser les températures dans les classes, ainsi qu'une action test pour évaluer l'intérêt de ventilateurs de plafond. Le tout, bien évidemment, avec les différentes subventions qui sont disponibles pour cela. Mais il y a l'immédiat aussi. En toute responsabilité, nous avons décidé qu'une pièce par école, en l'occurrence le réfectoire, sera équipée d'un système de climatisation dans nos 3 écoles d'Épernon. Nos enfants disposeront ainsi d'un lieu adapté, capable de les accueillir en nombre lors de pics de chaleur et lors des temps de repas. Cette vague de chaleur met aussi en lumière un équipement capital, notre piscine municipale. Ce week-end encore, elle a enregistré un nombre d'entrées exceptionnel. Nos concitoyens y cherchent légitimement un îlot de fraîcheur. Sur ce week-end, c'est près du double de Sparnoniens qui se sont rendus à la piscine municipale.
Sur le week-end, c'est 2026, 20 et 21 juin, c'est 778 personnes qui sont allées à la piscine municipale contre 467 en 2025. Hélas, ce même week-end, 13 personnes sont mortes noyées en France, autant de drames de l'été liés à la recherche désespérée d'un point d'eau. Savoir nager et avoir accès à une piscine est une question de sécurité publique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter les modifications unilatérales annoncées par la communauté de communes sur le projet de la piscine couverte. Initialement, ce projet devait s'accompagner de la rénovation de notre bassin olympique extérieur. Ce bassin n'est pas un simple tas de béton. C'est l'une des toutes premières piscines construites en France. Piscine olympique, bâtie à l'époque par les membres bénévoles de l'Amicale. Elle est le cœur de notre histoire, de notre patrimoine, et la détruire ou l'abandonner au moment précis où le dérèglement climatique exige des points de fraîcheur serait une aberration totale, une décision incompréhensible. Sur ce sujet, je sais que nous pouvons dépasser les clivages politiques. L'opposition d'aujourd'hui, lorsqu'elle était la majorité d'hier, était favorable à ce projet de rénovation. C'est un combat sparnonien de bon sens que nous devons mener ensemble. Mes chers collègues, il est essentiel pour moi, au nom des élus majoritaires en préambule de ce Conseil, lieu où vit la démocratie, où se prennent les décisions, d'adresser à nos concitoyens un message clair. Votre municipalité est pleinement mobilisée pour protéger nos enfants, soutenir nos aînés et défendre l'avenir et le patrimoine de notre commune. Je vous remercie et je vous propose à présent d'ouvrir officiellement notre conseil municipal. Alors, je vais commencer par l'appel. Loïc Bourg, présent. Julie Climporte, Benoît Drouet, Hélène Caillé-Quézac, Jérémy Maire, Marie-France Cossin, Ozan Erguin, Laure Daligo, Gilda Servière, Marc Decuic, Dominique Croiset, Sébastien Baudouin, Dominique Brossier, Sandrine Chergui. Alors, Sandrine Cloteau est absente et a donné pouvoir à Katia Ribeiro-Kunz. Alexandra Dufaux également avec un pouvoir à Hélène Caillé-Quézac. Lydie Daligo, Cyril Andrieux-Lacu. Mathias Garnier est absent. Katia Ribeiro-Kunz, Adelina Bouilly, Julien Richer. Abdoul Thiam est absent et a donné pouvoir à Manon Croiset, qui aura quelques minutes de retard. Elle est là? Ah, pardon, je t'ai pas vu arriver. Bonsoir Manon. Donc, Manon Croiset, Béatrice Bonvin-Galas, François Bellhomme, Dominique Bonnet, Stéphane Lemoine est absent et a donné son pouvoir à François Bellhomme et Armel Théron-Caplin. Alors, la désignation d'un secrétaire de séance, Monsieur Baudouin. Merci. Et donc, on va passer au premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 18 mai 2026. Est-ce qu'il y a des remarques dessus? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Non, oui, non. D'accord. Qui est pour? L'ensemble du Conseil. Merci. Donc, en deux décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le Conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les arrêtés permanents ou les arrêtés provisoires? Monsieur Bonnet, oui. Oui, donc rebonsoir à toutes et à tous. Une question concernant l'arrêté 41, arrêté municipal prescrivant l'élimination des chevilles processionnaires du chêne et du pin. Oui. Vous nous en dire plus? Alors, effectivement, alors il existait un arrêté dessus qui a été légèrement modifié. Monsieur Lannoy, est-ce qu'on a l'arrêté sur nous là? On va vous indiquer juste les éléments qui ont été modifiés. Est-ce que c'était la seule question sur les arrêtés? S'il y en a d'autres, comme en attendant que l'on sorte l'arrêté.
Sur les permanents, c'était la seule remarque, enfin la seule question, pardon. Et après, c'est sur le provisoire. Je sais pas si vous voulez qu'on passe au provisoire tout de suite. C'est vous qui... C'est bon, il est affiché. Alors, si vous pouvez juste faire un peu sur les... Oui. En fait, les différences sont principalement marquées sur les moyens de lutte, mécanique, biologique et capture par phéromones sexuels, qui apportent des précisions à nos administrés sur les moyens de s'en séparer. Et bien sûr, la mise en place de nichoirs à mésanges, qui est quelque chose fait depuis de nombreuses années. Voilà, c'est principalement les précisions sur les moyens de lutte. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Bonnet? Oui, merci. Et du coup, sur les arrêtés provisoires, c'était le 144. Arrêté portant autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse à titre expérimental, place du Puy de la Ville. Oui. C'est valable pendant combien de temps? Le but, c'est pourquoi? Alors, il a été fait une demande d'occupation de l'espace public par Odélis pour faire une terrasse sur la place du Puy. Nous avons fait un arrêté permettant d'avoir une période d'essai d'1 mois. Donc, c'était à partir du 25. Donc, l'arrêté court jusqu'au 25 de ce mois-ci. À la fin de ce délai, on fera un petit retour d'expérience avec le voisinage et le personnel d'Odélis. Cette autorisation de terrasse est valable midi et soir? Ah non, c'était une autorisation uniquement le midi. Le midi avec 11h, 14h, donc pour l'installation, le temps de midi et des installations de cette terrasse. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Pas d'autres remarques sur les arrêtés provisoires? Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'en ai une sur l'arrêté 157. L'arrêté portant attribution de la concession pour une famille Massia. Lors d'un précédent conseil, il y avait déjà 2 arrêtés. Donc, je voulais savoir la différence. On peut nous apporter la réponse plus tard, il n'y a pas de souci. Je regardais, je réfléchissais. Voilà. Donc, si c'est un allongement de période, on vous communiquera la durée de l'allongement. Parfait. Merci. Une autre remarque sur un arrêté? Et puis, j'ai aussi une remarque sur l'arrêté 176. Chaussée rétrécie, rue de Savonnière, face au Grand-Duché. Je suppose que c'est la résidence Le Duché. Pour des travaux de réalisation d'une tranchée, donc 15 mètres sous trottoir avec réparation, client avec reprise des enrobés en pleine largeur du trottoir sur une journée comprise entre la période donc d'aujourd'hui et du 3 juillet. Ma question était la suivante, c'est dans la partie qui est en sens unique, ce qui veut dire que est-ce qu'il barre la route pendant ces travaux et est-ce que il y a possibilité d'avoir un arrêté pour utiliser la portion double pour desservir la résidence et les riverains dans l'autre sens, parce que en ce moment, tout ce qui est aide à domicile, infirmière à domicile, il y a beaucoup de remplacements, donc c'est pas toujours les titulaires qui font les navettes et elles vont pas forcément, entre guillemets, et ce n'est pas à faire, prendre un sens interdit à contresens. Alors, normalement, ce sont pour des travaux de fibre sous trottoir. Donc là, il se peut qu'il y ait un débordement parce que la mini-pelle est beaucoup plus large que le trottoir, mais il y aura toujours une circulation. Si la circulation devait être barrée, on en viendrait à ce que vous proposez. Je vous remercie parce que pour info, on s'est déjà retrouvé dans cette situation, dans cette petite partie. Et il faut savoir que les aides à domicile, elles sont déjà au chronomètre et que malheureusement,
quand elles peuvent pas aller faire une prestation, elles ne la font pas. Et par contre, c'est tarifé à la famille. Donc la personne, c'est double peine. Donc c'est pour ça que j'alerte là-dessus. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. On prendra les dispositions pour pénaliser personne. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les arrêtés provisoires? Non. Alors, donc on va passer au point 3, les finances. Et donc je vais laisser la parole à monsieur Benoît Drouet, rapporteur pour l'approbation du compte de gestion 2025. Bonsoir à toutes et à tous. Vu l'article 21, 21, 31 du Code général des collectivités territoriales, que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur en date du 31 décembre 2025, considérant qu'il doit être concordant avec le compte administratif et doit être adopté préalablement au vote du compte administratif. Que, considérant que le comptable public a repris dans ses écritures les montants de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2025, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Du coup, je voulais vous lire les chiffres. Du coup, section investissement, titre de recette émis 3 162 983 08, pardon, et recette nette 3 162 983 08. Autorisation, mandat émis 3 192 829 20. Dépenses nettes, 3 192 829 20. Résultat de l'exercice, déficit 29 846 12. Section de fonctionnement. Titre de recette émis, 8 397 499 91. Réduction de titre, 135 161 59. Recette nette, 8 262 338 32. Mandat émis, 8 382 876 30. Annulation de mandat, 517 516 06. Dépenses nettes, 7 865 320 24. Excédent, 196 976 08. Donc un total des sections. Donc dans le titre des recettes émis de 11 560 482 99. Réduction de titre 135 161 59. Recette nette 11 425 321 40. Dans les mandats émis 11 575 705 50. Annulation de mandat 517 516 06. Dépenses nettes 11 58 189 44. Donc un excédent de 367 131 96. Du coup, il y a les reprises, résultat de la clôture de l'exercice précédent, investissement moins 349 113 35, fonctionnement 1 620 534 551, ce qui fait un total de 1 271 420 86. Par affecté à l'investissement 1 60 116 92, et du coup un résultat de l'exercice de 367 131 96. Donc, et du coup, ce qui fait un résultat de clôture de l'exercice 2025 en investissement de moins 378 959 47 et un fonctionnement de 957 395 37, soit 578 435 90. Pour information, après le vote du budget du 7 avril, nous avons reçu un nouveau mail de la trésorerie pour un refus d'écriture de 7 600 € le 22 avril et les comptes ont été clos par le Trésor le 27 avril. Et l'année prochaine, nous passerons en CFU. Considérant la consultation de la commission finances réunie le 10 juin 2026, sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
statuant sur l'exécution du budget communal de l'exercice 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, est invité à déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2025 par le comptable public visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Est-ce qu'il y a des remarques, des objections? Non. Qui est pour? Non, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Et nous passons donc au point 3.2, approbation du compte administratif 2025, rapporteur, monsieur Benoît Rouel. Vu l'article 21-21-31 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté, considérant que le compte de gestion 2025 du comptable public a été présenté et approuvé par l'Assemblée délibérante, considérant la consultation de la Commission des finances qui a émis un avis favorable le 10 juin 2026, Monsieur le maire présente le compte administratif 2025 qui se décompose de la manière suivante. Je vais le faire si tu veux. Section de fonctionnement, dépenses 7 865 360 € et 24 centimes, recettes 8 262 338 € et 32 centimes, excédent 2024 reporté 560 000 € 417 et 29 centimes. Alors, excédent de fonctionnement 957 395 € et 37 centimes, section d'investissement dépenses 3 192 829 € et 20 centimes, recettes 3 162 983 € et 08 centimes, excédent 2024 reporté 349 113 € et 35 centimes. Déficit d'investissement 378 959 € 47, résultat de clôture d'exercice 2025. Donc l'excédent A plus B de 578 435 € 90, pardon. Reste à réaliser en investissement, donc en dépenses 158 376 € 81, recettes 696 378 € et l'écart d'erreur est de 538 001 € et 19 centimes. Donc, conformément à l'article L 2121-14 du Code des collectivités territoriales, en préalable du vote, le conseil municipal élit le président de séance. Donc, ça sera Madame Julie Climporte. Monsieur le maire doit quitter donc la séance et ne prend pas part au vote. Donc, c'est le maire qui est en exercice. À ce moment-là, donc c'est Monsieur Bellhomme. Et par souci d'égalité, je sortirai également pour faciliter les choses. Mais si je veux de vous, Monsieur Bellhomme, je vous garde. Mais on sort un instant, on va discuter tous les deux, ça sera sympa. Oui, monsieur le maire, je souhaitais intervenir, s'il vous plaît, juste avant le vote. Je voulais revenir par rapport aux chiffres qui sont annoncés ce soir, donc qui sont des chiffres officiels. Et je vais me permettre de revenir quelques mois en arrière où il y a de fausses informations qui ont circulé sur la situation financière de la ville. Et là, on a c'est factuel. Vous avez les chiffres, tout comme nous, et comme l'ensemble des Sparmoniens. Et quand on regarde ce compte administratif, on ne peut pas le balayer complètement, juste un chiffre. La capacité de désendettement est à 12,16 années. D'où venaient les 40 années qui ont été annoncées un peu partout. Voilà ce que je souhaitais faire remarquer. Merci. Je sais pas, là je l'ai pas, là je suis un peu surpris de ces 40 années, je pense que moi j'ai jamais parlé de 40 années, je me suis toujours non monsieur Benet, je me suis toujours basé sur les chiffres de la DGFiP. Première réunion publique au pressoir, monsieur, et c'était pas vous qui êtes intervenu, mais ça a été dit lors de votre réunion. Monsieur, toutes les réunions sont filmées, si vous voulez, sur la vidéo. Sortez là. Du coup,
il y a effectivement 12, on est passé de 12,30 à 12,16 parce qu'il y a un refus d'écriture de 7 600 €, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc ce qui fait mécaniquement qu'il y a un effet. Donc moi en tout cas, j'ai jamais parlé de 40 années. Jamais. Et pour rappel, ce sont vos chiffres, pas les nôtres. Du coup, on sort discuter un petit peu. On va parler. Ça va pas être long, hein, normalement. Donc, y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'ensemble du conseil. Ils peuvent rentrer. Merci Isabelle. Non. Donc le vote a été approuvé à l'unanimité. On n'a pas eu le temps d'avoir chaud. Alors, on va passer au 3.3, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2026 pour l'acquisition d'un véhicule électrique et de 2 bornes de recharge. Les rapporteurs donc sont Monsieur Gouret et Monsieur Andrieux-Lacu. Du coup, comme promis dans la campagne, pour chaque progrès, nous proposerons un plan de financement clair avec le maximum de subventions, et je vais laisser prendre la parole Monsieur Andrieux-Lacu sur ce sujet, qui a travaillé sur la recherche de subventions. Donc, si vous voulez, je vous lis tout ça et puis si vous avez des questions, on en parle. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2311-7 précisant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, vu les articles L 2334-32 suivant le Code général des collectivités territoriales relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux, considérant la volonté de la commune de poursuivre la transition écologique de son parc automobile tout en maîtrisant ses coûts de fonctionnement, dans la perspective du renouvellement progressif de l'ensemble de sa flotte de véhicules, considérant que ce projet inclut dans un premier temps l'acquisition d'un véhicule utilitaire électrique destiné aux services techniques municipaux en remplacement d'un véhicule thermique arrivé en fin de vie. Ce projet s'accompagne de l'installation de 2 bornes de recharge au centre technique municipal, dimensionnées pour anticiper les besoins futurs du parc. Considérant que l'opération d'acquisition d'un véhicule électrique et de bornes de recharge est éligible à la dotation d'équipement des territoires ruraux, attribuée par le préfet de département en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. Étant rappelé que ce projet répond à un double objectif, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution des coûts de fonctionnement liés au carburant, dans une optique globale d'engager la commune dans la transition énergétique de sa flotte automobile. Ce projet s'inscrit dans une opération à long terme d'électrification du parc de véhicules de la ville. Le plan de financement prévisionnel envisagé pour ce projet est présenté ci-après, étant précisé qu'un autofinancement minimum de 20% par la commune est requise au titre du dispositif DETR. Voilà. Acquisition d'un véhicule utilitaire électrique. Alors, c'est pas un e-boxer, mais c'est un Iveco. Voilà. L'erreur sera corrigée. Remise commerciale déduite, montant hors taxe 46 900 €, TTC 56 280 €. Fourniture et pose de 2 bornes de recharge 22 kW au centre technique municipal, atelier extérieur. 12 969,41 €, 15 500 hors taxe, 15 563,29 € TTC. Total des dépenses pour les deux, 59 869,41 € hors taxe, TTC, 71 843,29 €. Financement, donc on a demandé un DETR
qui serait de l'ordre de 25 145,15 €. On associe ça à une prime CE, donc certificat d'économie d'énergie de 10 270 €. Subvention territoire énergie, 3 000 €. Taux financement communal, 33 428,14 €. Total du financement, 71 843,29 €. Est-ce qu'on fait la délibération? Est-ce qu'il y a des questions? Question, remarque. Juste une remarque. Oui. Vous mentionniez qu'on a reçu les devis, c'est ça? Le 12 juin? On a reçu pour le véhicule, on a demandé, oui, il y a 3 devis à chaque fois. D'accord, mais Et c'est donc, passé on que a c'était sélectionné transmis au un. membre du conseil municipal, mais sauf erreur de ma part, je me rappelle pas l'avoir reçu. Comme ça a été discuté en commission finance. On a bien les 3 devis pour chaque élément. Tout a été envoyé aussi à la préfecture et le dossier a été validé, accepté. Tout était OK. Voilà. D'autres questions? Non? Nous avons déjà un véhicule électrique. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel service va être affecté celui-là? Le service technique. Le Ça, service oui. technique municipal. J'imagine bien. Voilà. C'est le grand Celui boxeur. actuel est pour les menuisiers, donc il a été aménagé en régie. Et donc, est-ce que celui-là, vous allez aussi l'aménager et pour quel service? Monsieur Delannoy. Oui, Madame Théron, c'est un véhicule qui est destiné à la voirie pour les transports de matériel, qui remplace l'actuel Boxer, pour le coup, à moteur thermique, qui est arrivé en fin de vie. Donc les usages seront les mêmes, il n'y a pas d'aménagement particulier de la caisse prévu. D'accord, parce que pour mémoire, nous avions envisagé pour les plombiers électriciens. Donc c'est pour ça que je demandais s'il y avait éventuellement un aménagement de prévu en fonction du service. Ok. Voilà, tout simplement. Merci. Et de profiter que les menuisiers sont encore là pour justement, avant leur départ en retraite, de faire ça en régie. On a bien conscience. Merci. Et c'est juste qu'on a priorisé celui-ci comme le moteur HS c'était le premier. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui roule. Alors, d'autres remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. On va passer au point 4, la culture, avec en 4 points la modification du règlement intérieur de la pergola. Rapporteur est Gilda Servière. Bonsoir à tous. Donc, vu l'article L 2212.1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal du 13 mars 2023, adoptant le règlement intérieur de la médiathèque municipale La Pergola, considérant que la municipalité peut définir les conditions d'utilisation et les règles de fonctionnement de la médiathèque municipale, considérant qu'il est apparu nécessaire de modifier certains articles de ce règlement, il était envisagé d'apporter les modifications suivantes au règlement intérieur. L'article 3.4 qui prévoyait le prêt est consenti pour une durée de 3 semaines pour tous les documents, à l'exception des nouveautés, pour lesquelles la durée de prêt est limitée à 2 semaines, et considéré comme nouveauté toute nouvelle acquisition de moins de 2 mois. Lors du double quota d'été, à partir du début du mois de juillet, et le prêt est consenti jusqu'à la fin du mois d'août. Et est intégralement remplacé par ce qui suit. Article 3.4, le prêt est consenti pour une durée de 3 semaines pour tous les documents, y compris des nouveautés, et considérant comme nouveauté toute nouvelle acquisition de moins de 2 mois. Lors du double quota d'été, à partir du début du mois de juillet, le prêt est consenti jusqu'à la fin du mois d'août. L'article 3.5, qui prévoyait le renouvellement pour une durée équivalente à celle du prêt régulier, est accordé à condition que le document ne soit pas en retard, ou qu'il ne soit pas réservé par un autre usager. Un maximum d'un renouvellement sera autorisé à un usager pour un même document. Est intégralement remplacé par ce qui suit. L'article 3.5, le renouvellement, pour une durée équivalente à celle du prêt régulier, est accordé à condition que le document ne soit pas en retard ou qu'il ne soit pas réservé par un autre usager. Les nouveautés ne peuvent pas faire l'objet d'une prolongation. Un maximum d'un renouvellement sera autorisé à un usager pour un même document. L'article 3.7 qui prévoyait l'adhérent est informé par mail de la disponibilité de ses réservations, il dispose d'un délai de 3 semaines pour les retirer. Passé ce délai, sa réservation est remise en rayon ou bascule sur le carte de l'adhérent qu'il a réservé après lui. Est intégralement remplacé par ce qui suit. L'adhérent est informé par mail de la disponibilité de ses réservations.
Il dispose d'un délai de 2 semaines pour les retirer. Passé ce délai, sa réservation est remise en rayon ou bascule sur la carte l'adhérent qui l'a réservé après lui. C'était une demande. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? C'est ça. Oui. Oui. C'est l'inverse hein, sur notamment le 3.7. Il disposait d'un délai de 3 semaines et il est remplacé par un délai de 2 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Point 5, ressources humaines, remboursement des frais de garde et d'assistance des conseillers municipaux. Rapporteur, monsieur Benoît Drouet. Vu le Code général de la fonction publique, vu la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 21-23-18-2, qui fixe le droit au remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à domicile, engagée par les membres du conseil municipal en raison de leur participation aux réunions. L'article L2335-1 qui prévoit l'attribution d'une dotation particulière versée par l'État aux communes pour faire face aux dépenses obligatoires liées à l'exercice des mandats locaux. Considérant que les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils sont engagés en raison de leur participation aux réunions du conseil municipal. Considérant que les membres du conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu'ils sont amenés à organiser la garde d'un enfant de moins de 16 ans, d'une personne âgée, d'une personne handicapée, d'une personne ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile. Il est rappelé que cette garde doit avoir lieu au moment de la tenue d'une des réunions suivantes. Séance plénière du conseil municipal, réunion des commissions dont ils sont membres, si elles ont été instituées par délibération du conseil, réunion des assemblées délibérantes et des organismes où ils ont été désignés ou représentés par la commune, réunion organisée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou la région lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune. Réunion des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter les collectivités territoriales ou les établissements publics, en relevant. Fait légal mentionné aux 4, 7 et 10 de l'article 31-33-1 du Code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret. Mission accomplie dans le cadre d'un mandat spécial. Des pièces justificatives devront être produites par les élus municipaux concernants, qui permettront à la commune de s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien l'une des situations ci-dessus, qu'elle a bien eu lieu au cours d'une des réunions précitées et que la prestation est régulièrement déclarée. Ces pièces justificatives incluent copie de la convocation à la réunion concernée ou tout document officiel permettant d'attester la participation de l'élu à la dite réunion, feuille d'émargement, procès-verbal ou tout document équivalent, justificatif de règlement des frais de garde ou d'assistance effectivement engagés, facture acquittée, reçue ou tout autre document justifiant du montant de la dépense exposée, tout justificatif permettant d'établir que la personne gardée ou assistée entre dans l'une des catégories ouvrant le droit au remboursement, copie du livret de famille pour un enfant, justificatif de handicap, attestation de perte d'autonomie ou tout document équivalent. Tout document attestant du caractère déclaré de l'emploi ou de la prestation, déclaration URSSAF, chèque emploi-service universel, facture d'un organisme agréé, bulletin de salaire ou document équivalent. Un relevé d'identité bancaire lorsque celui-ci n'a pas déjà été transmis à la commune, toute pièce justificative complémentaire demandée par le service des ressources humaines de la commune au cas par cas, sous réserve qu'elle soit strictement destinée à établir la conformité de la demande de remboursement des frais de garde ou d'assistance concernée aux dispositions légales qui les encadrent.
L'élu, pour sa part, s'engage par une déclaration sur l'honneur du caractère subsidiaire du remboursement, c'est-à-dire que son montant n'excède pas le reste à charge réelle d'élection faite de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont il bénéficie par ailleurs. Le remboursement fait l'objet d'un plafond légal. Il ne peut pas dépasser le montant du SMIC horaire, soit 12,31 à la date de la signature. L'évolution du montant suivra l'augmentation réglementaire en vigueur. Étant rappelé conformément à l'article D2335-1-1 du Code général des collectivités territoriales, le barème de la dotation particulière attribuée par l'État aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, à titre de compensation pour le remboursement des frais de garde et d'assistance des membres du conseil municipal est le suivant. Majoration au titre de la compensation du remboursement des frais de garde et d'assistance prévue à l'article 21-23-18-2, 245 €. Majoration à titre de compensation de la souscription des contrats d'assurance prévus aux articles 21-23-34 et 21-23-35, 163 €. Les crédits afférents sont inscrits au budget. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, des remarques? Oui, désolé. Moi, ma petite question, c'est par rapport à la facture à fournir. Quand on a une garde d'enfants régulière, la facture est établie au mois. On ne peut pas établir à une séance. Donc, quelle est la possibilité pour faire foi? Une attestation sur l'honneur, une signature de la personne qui vient. Enfin, quelle solution peut être trouvée puisque la facture ne pourra pas être établie pour le temps seulement du conseil? Il est bien prescrit, préciser une facture acquittée et du coup, il faudra préciser tout ça. Tout le législateur l'a pas tout à fait prévu et du coup, en général, il y a des jours et des dates et enfin, non, en fait, c'est préciser le nombre horaire. Et bah du coup, on verra le cas concret. Parce que voilà, sur la facture, il y a toutes les heures du mois. On verra le cas concret sur la facture et comment ça se passe. Ok, bah si tu veux, je peux te fournir déjà une facture qui existe pour te donner un ordre d'idée de comment c'est fait et de la difficulté à prouver. Mais moi, je fais preuve de, enfin, je parle dans mon cas, mais je pense que potentiellement, je ne serai pas la seule concernée. Mais, enfin voilà, je comprends toutes les consignes et je souhaite les respecter. Seulement, je n'ai pas cette possibilité de. Bah, on regardera sur pièce et on se verra au bureau des ressources humaines justement pour faire le point là-dessus. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai pas bien compris les 245 €, à quoi correspondent, si je prends l'exemple des 245. Alors du coup, et également, est-ce que ces frais seront intégralement pris en charge par l'État? Du coup, l'État, vous le connaissez ou pas? Hein? L'État a fait un statut de l'élu local, etc. en décembre 2025. Et a proposé ce décret pour parce qu'à un moment de notre vie, on peut tous devenir aidants et il est important qu'on puisse être là, voilà. Et du coup, avait promis une compensation. Elle est sortie il y a très peu de temps. Du coup, elle est forfaitaire. Voilà. Vous pouvez nous donner le montant du forfait, s'il vous plaît? 245 € pour au titre de compensation des frais de garde et d'assistance prévus à l'article. Et 163 €. C'est 245 €, c'est par conseiller, ou c'est pour l'ensemble du conseil municipal? C'est sur une année? C'est sur une année, c'est pour l'ensemble. Il risque d'en manquer un petit peu, du coup. Mais je pense que c'est important qu'on puisse avoir un débat démocratique et qu'on puisse tous être là sur les conseils. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux mettre en exergue, c'est qu'il y a une belle proposition à laquelle je souscris pleinement, mais on n'a pas les moyens. On ne donne pas les moyens. C'est pas vous, hein, c'est l'État. C'est l'État. Je m'en cause au contraire. Mais c'est la petite embellification qu'ils nous ont fait. Oui, parce il y a des sujets où on sera 100% d'accord. Là, on y est. mais ils l'ont sorti là. Il est sorti le décret sur le montant il y a peu de temps. Et voilà. Mais nous, on pense que même si c'est un petit coup, c'est important que nous puissions tous être là, tous et toutes, et on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Voilà. Exactement, c'est pas du tout la question. Non, on est tout à fait d'accord. Pas l'ombre d'un. Pas de problème. D'autres remarques, d'autres questions?
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pas? C'est pas faux. Mais bon, l'ensemble du conseil. Partie 6, démocratie participative, avec la création d'un comité consultatif dédié au projet participatif, l'espace des ruelles. Le rapporteur est Jérémy Maire. Bonsoir. Alors, juste un petit mot avant de commencer. Demain, ce sera le 100e jour après l'élection du 15 mars. Et donc, on est sur la création de notre deuxième comité consultatif. Voilà, en 3 mois, on a réussi à en créer 2, et dont celui de la fête de la musique. Vu l'article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création de comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant toute ou partie du territoire de la commune, considérant la volonté de la nouvelle mandature de mettre en œuvre une municipalité participative à Épernon, associant habitants, associations, services municipaux et élus dans une démarche démocratique favorisant les initiatives citoyennes, considérant que parmi les nouveautés progressivement mises en œuvre figure l'installation d'un conseil municipal des jeunes et d'un conseil consultatif des seniors à l'automne 2026, un appel à projet dans le cadre du budget participatif en 2027, le droit d'interpellation citoyenne permettant d'interroger le conseil municipal à l'automne 2026, considérant que les élus sparnoniens souhaitent développer des groupes de travail autour de projets touchant directement à la vie quotidienne des sparnoniennes et des sparnoniens, considérant qu'une réunion publique s'est tenue le 20 mai 2026 et qu'une première réunion du groupe de travail appelé à devenir ce comité consultatif a eu lieu le 17 juin 2026, considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités de fonctionnement du comité consultatif par un règlement intérieur afin d'en garantir l'efficacité et la transparence. Donc, Monsieur le maire propose la création d'un comité consultatif dédié au projet participatif l'espace des ruelles, composé comme suit. Donc 4 habitants, Mireille Bernard, Marine Brunet, Christian Diff et Audrey Richard. 4 représentants d'associations, Françoise Bou pour l'AME, David Gilson et Johanna Chaumont pour Épernon Exploration et Alex Martin pour Tiers-lieu les Soitons. Et donc 2 élus, Hélène Caillé-Kézac et moi-même. Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté du maire. Des experts peuvent être appelés à participer aux travaux du comité à titre consultatif. Monsieur le maire propose la création par arrêté municipal du règlement intérieur du comité consultatif qui précisera notamment les modalités de désignation et de renouvellement des membres, les règles de fonctionnement, fréquence des réunions, quorum, modalités de vote consultatif, les conditions de saisine du comité par le conseil municipal ou le maire, les moyens mis à disposition pour son fonctionnement, la durée de vie du comité consultatif. Y a-t-il des questions ou des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. Partie 7, urbanisme et patrimoine. Travaux de déconstruction et dépollution du bien situé au 4 rue Drouet à Épernon, sous la maîtrise d'œuvre de l'EPFLI Foncier Cœur de France. Le rapporteur est Madame Hélène Caillé-Kézac. Alors, ça y est, c'est fait. Donc, il s'agit des travaux de déconstruction et de dépollution du bien situé au 4 rue Drouet. Vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 221-1 et suivants et L 300-1 et suivants, vu la délibération du Conseil municipal du 25 mars 2024 sollicitant l'intervention de l'EPFLI Foncier Cœur de France en vue de l'acquisition de l'immeuble situé 4 rue Drouet à Épernon, vu la délibération de la communauté de communes des Portes-Rayennes d'Île-de-France du 28 mars 2024 émettant un avis favorable à cette intervention, considérant que la communauté de communes des Portes-Rayennes d'Île-de-France est adhérente à l'EPFLI Foncier Cœur de France, offrant la possibilité à toutes ces communes membres de demander son intervention.
Le PFLI Foncier Cœur de France est un établissement public industriel et commercial, donc un EPIC, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, compétent pour acquérir et porter des biens immobiliers bâtis ou non bâtis pour le compte de ses adhérents ou de toute personne publique. Considérant que l'immeuble situé 4 rue de Rouet à Épernon, cadastré section AE numéro 162 pour une contenance de 702 mètres carrés, présente un état de péril ayant justifié son acquisition par le PFLI Foncier Cœur de France. Cette acquisition s'inscrivait dans la perspective de la constitution d'une réserve foncière publique destinée à permettre la réalisation ultérieure d'un projet d'habitat sur ce secteur et a été réalisée le 19 décembre 2024 par le PFLI au prix de 178 500 €. Considérant que le PFLI Foncier Cœur de France a également été mandaté pour assurer sous sa maîtrise d'ouvrage les études préalables de faisabilité, les opérations de sécurisation, de déconstruction et de dépollution nécessaires à la valorisation future du site. Considérant que l'étude de faisabilité réalisée fait apparaître un coût prévisionnel de travaux de déconstruction et de dépollution estimé à environ 250 000 € hors taxes, et que le programme de travaux et l'estimation des coûts ont un caractère prévisionnel et pourront évoluer en cas de modification du programme de travaux, soit à la demande du porteur de projet, soit en raison de travaux imprévus devenus indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit enfin en cas de sujétion imprévue nécessitant l'accomplissement de prestations supplémentaires ou de modifier la consistance du programme initial. Considérant que le coût des études et des travaux sera intégré au capital porté par le PFLI Foncier Cœur de France pour son montant hors taxe et fera l'objet d'une actualisation annuelle conformément aux modalités prévues par son règlement d'intervention. Je continue parce que vous avez des questions? Non, ça va. Sur l'exposition présentée, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la réalisation sous maîtrise d'ouvrage de l'EPFLI Foncier Cœur de France des travaux, des études et travaux de déconstruction, dépollution, curage, sécurisation et opérations connexes portant sur l'immeuble situé 4 rue de Rouet à Épernon, cadastré section AE numéro 162 pour une superficie de 702 mètres carrés. Prendre acte que la mission confiée à l'EPFLI Foncier Cœur de France comprendra notamment les démarches administratives préalables et les demandes d'autorisation nécessaires, la désignation des intervenants techniques requis pour l'opération, notamment coordonnateur SPS, OPC, bureau d'études et organismes de contrôle, la réalisation des diagnostics, études et investigations préalables obligatoires, l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises, la passation et l'exécution des marchés de travaux, la gestion technique, administrative, financière et comptable de l'opération, toute procédure contentieuse ou mesure nécessaire à la bonne exécution du projet. Prendre acte de l'étude de faisabilité et de la simulation financière de portage établie par le PFLI Foncier Cœur de France, dont une copie a été remise aux membres du conseil municipal, comprenant notamment une estimation prévisionnelle des études et travaux à hauteur d'environ 250 000 € hors taxes. Désigner un référent communal auprès de l'EPFLI Foncier Cœur de France pour le suivi de l'opération. Autoriser Monsieur le maire à déposer toute demande de subvention relative à cette opération, à signer tout document nécessaire à son instruction et à son obtention, ainsi qu'à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget correspondant selon l'avancement de l'opération. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? C'est un long feuilleton, ça. Vous vous apercevez que c'est pas évident, hein, vous êtes bien d'accord. Donc ça ne veut pas dire que la démolition va se faire demain, par exemple. Hein. Là, c'est simplement une demande, c'est des chiffres, c'est de la prévision. Ça veut dire que ces chiffres peuvent changer par rapport à ce qu'ils vont découvrir sur le terrain. On est bien d'accord. Maintenant, l'ESPER, parce que l'ESPER a traîné, faut le savoir. Je confirme. Et dans son rapport, l'étude des caves n'avait pas été faite. Et je me souviens à ce moment-là qu'on avait mis la pression à un riverain, entre autres, qui voulait absolument que l'étude des caves se fasse. Est-ce que vous avez fait la demande? Alors, au niveau de l'expert, bien évidemment, il ne reviendra pas dessus. Néanmoins, nous avons demandé à ce qu'un huissier
soit mandaté au début et à la fin des travaux. Très bien. Il va déjà dans un premier temps aussi élargir le domaine d'expertise, le périmètre d'expertise. Il va comprendre notamment la maison en face qui est la maison à pan de bois aux 3 rue de Rouet. Également les maisons qui sont l'ensemble des maisons sur la rue du Quillier, étant donné qu'il y aura une nacelle qui va passer par cette rue-là, petite nacelle, je précise. Donc on a demandé à élargir vraiment le domaine d'expertise par l'huissier. Une demande sera faite également aux riverains afin de permettre à ceux qui le souhaitent, à l'huissier de pouvoir rentrer dans les caves. J'en ai reparlé avec Madame Caillé-Kézac et Monsieur Derbois, qui confirment que c'est tout à fait possible. Bien évidemment, si le riverain s'y oppose, on ne peut pas rentrer de force dans sa maison, c'est du privé. Mais on les invitera vivement, bien évidemment, à permettre à l'huissier de pouvoir inspecter, voir les cas. D'accord. Enfin. Voilà, j'en profite pour dire 2-3 petites choses sur le sujet. Je ne voulais pas que les travaux commencent sans qu'il y ait une réunion avec les riverains. Alors, avec le PFLI nous a proposé une réunion le 15 juillet. Je trouvais qu'une réunion le 15 juillet sur un dossier aussi important, c'était inapproprié, ça aurait jamais été compris par les habitants et je l'aurais pas compris moi-même. Donc, ce sera courant septembre avec le PFLI. À partir de là, il nous a également dit que les travaux pourraient commencer courant octobre pour une durée de 3 mois, selon bien évidemment les aléas des travaux et, en démarrant en octobre, les aléas de la météo. Si on sait très bien, les travaux commençaient, ça peut durer plus ou moins longtemps. Il y a également une modification qui a été apportée sur les appels d'offres qui ont été lancés. Je ne sais pas si on peut le diffuser sur l'écran. Parce qu'il y avait une partie du mur historique de cette maison rue du Quillier dont la démolition avait été validée par erreur par l'ABF. C'était assez compliqué finalement de pouvoir le préserver après cette validation. Je pense que j'ai été suffisamment embêtant auprès de l'EPFLI pour que une partie du mur soit sauvegardée sans modifier l'appel d'offres. Alors on va vous montrer ce qui est conservé. Voilà, donc ce que vous avez en rouge, c'est malheureusement la partie que l'on va perdre sur ce bâtiment. On a le bas du mur qui lui va être conservé. Néanmoins, le mur qui sera démonté sera, on va dire, entreposé au CTM. Le but étant, à l'avenir, pourquoi pas, si on le peut, lancer une partie de reconstruction du mur avec des écoles qui viendraient faire un chantier ici pour apprendre et également remonter donc au niveau du mur qu'il y a sur le reste du Quillier. Ça, on verra par la suite, mais en tout cas, on se réserve cette possibilité pour l'avenir. Alors, comme nous l'avons dit, voilà, ça sera la 3e commission qui sera créée. En fait, on veut que ce soit construit avec les riverains, pouvoir savoir ce qu'ils souhaitent aussi pour cet espace par la suite. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Je vous remercie. Alors, on va passer au point divers. Il faut que je retrouve. Heureusement, je les ai notés. Alors, dans un premier temps, je vais parler du lycée Joséphine Baker à Ange, où il y a
une actualité quelque peu mouvementée là-bas. Je voulais vous informer que j'ai adressé un courrier au député Guillaume Kasbarian. Je l'ai également adressé au président de la République et j'ai eu l'occasion d'en parler de vive voix avec le président de la région, Monsieur Bonneau. Je combinerai avec un courrier qui partira prochainement. Je vais vous lire le courrier qui a été envoyé et qui est donc, certes signé par le maire, mais qui est au nom de la majorité, à laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, également vous joindre selon la teneur du courrier, s'il vous convient ou pas. Alors, objet, situation du lycée Joséphine Baker et inquiétude de la communauté éducative. Monsieur le Président de la République, en ma qualité de maire d'Épernon, je me permets d'appeler votre attention sur une situation locale qui suscite une vive inquiétude au sein de notre territoire. Notre communauté est actuellement traversée par de nombreuses interrogations liées à l'affectation de la direction du lycée Joséphine Baker. Sur le plan institutionnel, les règles de notre République sont claires et je les respecte scrupuleusement. La gestion et le choix des personnels de l'éducation nationale relèvent de la compétence exclusive de l'État. Il n'entre pas dans mes prérogatives d'interférer dans ces nominations. Cependant, en tant qu'élu de proximité, je constate chaque jour combien les attentes de nos concitoyens ont évolué. Ils aspirent à davantage de transparence, d'écoute et de dialogue de la part des institutions. De ces attentes s'expriment avec une acuité particulière lorsqu'il s'agit d'un établissement scolaire, lieu essentiel d'éducation, de transmission et de confiance. Face aux interrogations exprimées par une partie des enseignants, des parents d'élèves et des professionnels de l'éducation de notre territoire, il me paraît essentiel que toutes les garanties soient apportées afin de préserver la sérénité de la communauté éducative et de préparer la prochaine rentrée dans les meilleures conditions. Les élus locaux sont souvent les premiers témoins des inquiétudes qui traversent la société. Notre responsabilité n'est pas de nous substituer aux autorités compétentes, mais de savoir écouter, alerter et relayer les préoccupations qui s'expriment sur nos territoires. C'est pourquoi, au nom de cette responsabilité partagée entre l'État et les collectivités territoriales, je considère qu'il est de mon devoir de vous transmettre cette alerte. Il me semble indispensable qu'une attention particulière soit portée par vos services et le ministère concerné à la situation de cet établissement, afin de concilier le respect des procédures administratives et l'indispensable sérénité due aux élèves, aux familles et au personnel. Connaissant votre attachement à l'écoute des territoires et la préservation du pacte républicain, je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à cette démarche. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mon profond respect. Je vous ferai parvenir également le courrier qui est adressé à Monsieur Kasbarian et celui qui le sera à Monsieur Bonneau. Voilà, le texte est quasiment le même. Voilà. Autre point. Juste un petit point, vous n'avez pas mentionné le rectorat comme étant destinataire de votre courrier. Effectivement, le rectorat n'a pas été mis. Ça peut être fait. Ça peut être fait. J'ai aucun problème à adresser le courrier au rectorat. Alors, autre point. On a eu le plaisir d'inaugurer un centre commercial qui a été attendu de longue date par nos administrés. Il s'agit donc du Lidl. J'ai vu une petite information qui était légèrement erronée et je voulais revenir dessus concernant donc la présence de personnes supposément opposées à la venue du Lidl. Donc, nous avons regardé les délibérations qu'il a eu lieu au sein du conseil municipal concernant le Lidl, et il n'y en a eu qu'une seule, et je tenais à dire ce soir qu'elle a été votée à l'unanimité. Donc il n'y a pas eu d'opposition de quiconque sur le projet du Lidl. Voilà. Si vous souhaitez, oui. Vous savez que on s'est battu pendant 6 ans pour l'obtenir. Je me suis déplacé avec M. Stéphane Lemoine à Bercy. On s'est trouvé devant une commission et on a gagné à 4 voix contre 3. Puis après, ça a été plus loin, hein, mais je tiens à vous le dire.
Tout à fait. On s'est battu là-dessus. Je considère que c'est complémentaire. Hyper-U, parce qu'on n'était pas là pour dire qu'Hyper-U, voilà, on va l'abattre. C'est pas le but. C'est un très beau magasin, mais c'est complémentaire. Ça, faut savoir le dire. Voyez. Mais on s'est battu. On s'est battu pour qu'on l'obtienne. Et d'ailleurs, on avait demandé avec mon conseiller Emmanuel Sauter, on voulait une structure environnementale avec toit végétalisé et tout. On a insisté. Ils ont tenu parole. Je trouve que c'est un très beau magasin. Maintenant, il y en a pour tout le monde. Et je tiens à insister qu'on s'est battu pour l'obtenir. Voilà. Voilà. Je ne remets absolument pas en cause le fait que vous soyez battu avec Monsieur Ce qui est dommage, c'est que le jour de l'inauguration, j'aurais aimé être à côté de vous pour couper le cordon. Alors, le jour de l'inauguration, c'était le 2 juin. Et vous l'avez fait le 4. Et j'ai pas compris le protocole. Alors, c'est dommage, hein, je tiens à vous le dire. Hein, parce que c'est frustrant. Hein. Avec Monsieur Lemoine, on s'est dit, on s'est battu, mais vous êtes tout seul à couper le cordon. Je trouve ça dommage. Alors, notamment pour Monsieur Lemoine, avait une invitation pour le jour où le cordon a été coupé. Effectivement, il y avait une inauguration officielle à laquelle Lidl n'avait pas prévu le ruban. Voilà. Mais voilà, je remets pas en cause que vous soyez battu pour le Lidl. Non. Voilà, mais tout à fait. Et donc, comme il faut pas oublier ce qui a été fait auparavant, je confirme, et effectivement, je le dis clairement, vous êtes battu pour le Lidl avec Monsieur Lemoine, mais il n'y a pas eu d'opposition à la création du Lidl, étant donné que ça avait été voté une fois encore à l'unanimité. Donc, je voulais juste rectifier cette petite erreur qui était mise sur les réseaux sociaux. Un autre petit point sur la fête de la musique, et je vais passer donc la parole à Jérémy pour parler de ce bel événement. Oui, donc la fête de la musique qui s'est déroulée ce week-end sur les 3 jours. Je voulais remercier d'abord les Sparnoniennes, les Sparnoniens qui ont participé à ce projet, qui se sont investis lors de notre première réunion publique le 29 avril. Il y a eu beaucoup de propositions de fêtes, des musiciens, des associations particulières qui ont proposé des choses. Lors de cette réunion, nous avons créé notre premier comité consultatif, une équipe de 7 personnes qui a travaillé pendant 7 semaines. Donc je voulais remercier Sandrine, Alex, Gilda, Mathieu, Pierre, Thomas. Voilà, sans eux, on n'aurait pas eu de fête de la musique ce week-end. Donc c'est important de noter tout le travail qui a été fait. Merci également aux bénévoles qui nous ont rejoints ce week-end pour nous aider à installer, à ranger, avec les petits changements de la journée d'hier où on devait être au kiosque et on s'est mis donc dans la salle savonnière en raison de la chaleur, voilà, qui nous permettait pas de rester en extérieur. Merci au Prélude également, puisqu'il y a eu des événements à la fois à l'école de musique et le gala hier après-midi. Merci à l'Orchestre d'Harmonie, à l'AME, à la Chorale Pop, à Eveland Country 28, voilà, des associations locales qui se sont investies dans cette fête de la musique. Merci évidemment à tous les musiciens, parce que sans eux, on n'aurait pas eu de musique. Un grand merci également aux équipes municipales, la police municipale, les prairiales, le CTM, l'équipe communication. Voilà, il y a eu un gros travail réalisé pour organiser tout cela. Voilà, il nous reste à faire le bilan de cette première fête de la musique. On a déjà noté des choses qui ont bien fonctionné, d'autres il va falloir peut-être apporter quelques améliorations. Et rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle fête de la musique. Et merci Jérémy aussi, parce que Dieu a beaucoup œuvré aussi pour cette fête de la musique. Il faut pas t'oublier. Un petit mot parce que sur ces 3 jours de fête de la musique, il y avait également le dimanche l'accueil des nouveaux Sparnoniens qui s'est très bien passé. Il y avait une 50-60 personnes environ qui étaient là, qui étaient très contents de découvrir la ville, de découvrir ses services et de passer un moment convivial. Donc, et je remercie tous ceux qui étaient
présent parmi les élus qui étaient ici. Et donc, ça sera donc à refaire et j'espère qu'il fera moins chaud la prochaine fois parce qu'on a cuit un petit peu, donc on a fait des pauses fraîcheur comme au foot. En parlant de foot, justement, on a mis en place une fan zone dans la salle des Campanules. Le premier match donc a été diffusé mardi dernier. Ça s'est très bien passé. Et Savonnière, pardon, je ne sais plus ce que je dis là sur les salles. Savonnière. Donc, Gilda, si tu veux dire un petit mot sur cette soirée foot. C'était une belle soirée parce qu'il y a eu une victoire premièrement, puis on était une petite cinquantaine avec pas mal de jeunes qui sont venus et l'ambiance était sympa grâce à l'amicale aussi qui a pu tenir une petite buvette et j'ai l'impression que tout le monde était content. Voilà, pas grand-chose. Donc ça s'est bien passé. Mais c'était ça, c'était des jeunes qui sont venus voir le match entre copains, des familles et aussi quelques personnes qui avaient envie de voir le match mais accompagné. Donc c'était chouette. Alors le match de ce soir étant un petit peu tard, 23h, on n'a pas mis de fan zone mais ça reviendra avec le France-Norvège qui sera à mon avis un très beau match. Et on va continuer sur le sport. La dernière fois, on avait parlé de notre club de hand. Je voulais redire encore que j'étais très fier de cette équipe qui a gagné la Coupe de France départementale, mais qui ne s'est pas arrêtée là. Elle a gagné également la Coupe départementale cette fois-ci et a fini première du championnat. Donc c'est un très beau triplé de la part de cette équipe. Et on a aussi beaucoup de sportifs qui ont fait de très belles choses ces derniers temps. Il y avait le tennis de table où il y a eu de bons scores. Et puis toujours dans la partie sport et cette fois, enfin sport et culture là, il y avait le gala du Prélude. Et puis on avait les lauréats, la remise des diplômes. Et on a des très jeunes qui sont brillants et notamment Antoine Pilias, qui est reçu à l'Opéra Comique et également au Conservatoire de musique de Tours, si je ne me trompe pas de ville. Donc voilà, je voulais également le souligner parce qu'on ne peut être que fier de ça. Bon, moi, j'en suis vraiment fier demain. Mais moi, je remercie tous les maires auparavant qui ont soutenu justement l'amicale. C'est grâce à ça, justement, la structure qui a été soutenue. Je tiens à vous le dire. Nous sommes d'accord. Ils n'arrivent pas comme ça. Hein. Voilà, il y a tout ce qu'il faut autour d'eux, des subventions. Voilà, et à partir de là, on a des résultats. On a effectivement de bons résultats sportifs et musicaux même. Eh bien, il est 21h44. Ouais, Monsieur Bonnet, pardon. Oui, pardon. Je confirme, j'ai pas reçu. Je confirme, j'ai pas reçu les devis concernant le véhicule électrique. Si vous pouvez me les envoyer, s'il vous plaît. Ils étaient pas joints avec la commission finance. On va vous les envoyer tout le dossier de la préfecture, si vous voulez. Non, les devis. Ah, si, c'est bien. Oh, si vous le souhaitez, mais c'est pas maintenant. Merci. Eh bien, il est toujours 21h45. Ah non, pardon, Madame Théron. Désolée, j'ai une dernière question. Allez-y. Sur le chantier 3F rue des Vergers, pour vous situer, c'est suite à un incendie de décembre 2023 avec 2 appartements. Nous devions avoir réception et remise en location fin juin, donc je voulais savoir où ça en était, parce que ça aussi c'est un dossier qui a été on ne peut plus long, on ne peut plus difficile. Donc j'espère qu'il est remis à la location comme ils l'ont promis. Alors, nous vous répondrons prochainement donc dessus. Je précise juste un petit point de règlement. Ça nous aurait permis de pouvoir apporter tous les éléments dont vous aurez besoin pour cette question-là, mais les questions doivent être aussi envoyées en avance pour que l'on puisse vous répondre correctement. Ben, je ne ferai pas. La prochaine fois, n'hésitez pas. Merci. Voilà. Et nous sommes passés à 21h46.
Et donc le conseil est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon match pour ceux qui vont aller se coucher un petit peu plus tard et regarder l'équipe de France.